Comment je suis devenue une star de la télé, partie 2. Bonjour, mon nom est Claude Andrea Bonny, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Testimony Time. Et qu'est-ce que c'est que Testimony Time? Testimony Time, c'est, je dirais, mon petit espace où est-ce que je vous partage mes expériences vécues, les expériences qui concernent mon processus d'immigration ici au Canada, qui concernent ma vie en tant qu'immigrante ici au Canada et la vie professionnelle extraordinaire que j'ai eu à découvrir, que je vis encore aujourd'hui. Alors, dans la partie numéro 1, on a parlé de comment j'ai eu cet emploi-là à la télé canadienne, à TV Rogers Ottawa, dans une télé communautaire canadienne. Comment j'ai eu ma place à la télé. Ensuite de ça, comment ça m'a challengé. Mais dans cette partie numéro 2, là, on va parler de comment j'ai commencé à développer une influence que je n'ai pas demandée. Alors, pour pouvoir suivre cette partie numéro 2, là, j'aimerais vous inviter à suivre la partie numéro 1 ou même, mieux encore, à regarder tous les autres épisodes parce que je pense que dans chaque petit épisode, il y a quelque chose, il y a une parole, il y a quelque chose d'important que toi, tu es censé entendre. Alors, je t'invite à regarder les autres épisodes. Revenons à comment je suis devenue une star de la télé canadienne, partie numéro 2. Et avant de rentrer dans quoi que ce soit, avant de rentrer dans un autre témoignage, j'ai envie de dire quelque chose. Je n'ai jamais couru après les prix. Je n'ai jamais couru après les nominations. Je n'ai jamais couru après les sollicitations. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Parce que comme je le disais dans la vidéo partie 1, je pense et je crois fermement que c'est Dieu qui a guidé mes pas. Déjà, ici au Canada. Et déjà, deux, c'est lui qui a guidé mes pas jusqu'à me porter, à me mener dans l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire l'environnement des médias et des communications. C'est Dieu qui a permis ça. Donc, parce que quand je vous ai dit ça dans la vidéo précédente, je vais toujours faire référence à la vidéo précédente pour que vous puissiez aller l'écouter. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, quand c'est Dieu qui te met dans un environnement, automatiquement, il devient ton backup. Quand c'est Dieu qui conduit tes pas, automatiquement, il se sent responsable de toi. Parce qu'il se dit, ok, elle a répondu à un appel que je lui ai lancé. Moi, maintenant, je vais m'occuper du reste. Et comme je le disais dans la vidéo partie 1, j'ai célébré ma centième émission. Ça a été célébré par les gens de TV Rogers. Vraiment, c'est quelque chose qui m'avait fait plaisir. Et donc, j'ai continué à faire mes émissions. Et dans cette émission-là, je recevais de tout le monde. Je pouvais recevoir des personnalités politiques. Je pouvais recevoir un entrepreneur de la région. Je peux recevoir des auteurs, des artistes, musiciens. Je touchais à tout. Je touchais vraiment à tout. Et comme je l'ai dit dans la partie numéro 1, j'étais vraiment insécure lorsque je suis arrivée dans le domaine des médias, lorsque je suis arrivée à la télé. J'étais une femme qui n'avait pas confiance en elle, j'étais une femme qui n'avait pas d'estime d'elle-même. Mais le fait de travailler à la télé, ça c'est le témoignage que moi aujourd'hui je me porte à moi-même là. Le fait de travailler à la télé, ça m'a développé. Pourquoi? Parce que je rencontre des personnes différentes. Et non seulement ça, j'ai eu à parler avec des coachs, j'ai eu à parler avec... des experts en développement personnel. Ce qui a fait que, inconsciemment, je faisais la télé, oui, mais j'étais en pleine thérapie. Parce que le fait de parler avec des gens qui sont dans le domaine du développement personnel et tout, vous pensez que quoi? Mais j'allais poser des questions personnelles. Des questions que tout le monde se pose, je dirais. Donc, veut pas, ça a commencé à me guérir. Veut pas, ça a commencé à me donner des réponses aux questions que je me posais en tant que personne même. Donc, le fait de travailler à la télé, ça a été vraiment, je vais dire, une salle de thérapie pour moi. Parce que je parlais avec des gens qui avaient assez de connaissances sur l'humain. Donc, moi, ça m'a aidé là vraiment à, je vais dire, à me développer. À me développer parce que je touchais à pratiquement tous les sujets. Même s'il y a des sujets que je n'aimais pas beaucoup, comme la politique. Tout ce qui est politique, là, moi, non, j'aime pas. Tout ce qui est politique, je n'aime pas. Et oui, c'est ça. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé à développer la personne que je suis. Et donc, pour revenir à cette histoire de prix, là, je pense que c'était en 2021. Je pense que c'était en 2021. C'était 2020. Non, c'était en 2020. J'ai reçu à l'émission un organisme qui s'appelle, et si vous immigrez au Canada, je vous inviterai à vous inscrire à leur infolettre. Alors, c'est l'ACFO Ottawa qui venait souvent à l'émission. Et une fois, le chargé de communication que j'ai appris à côtoyer et à connaître pendant que je faisais l'émission, elle est venue à l'émission et puis elle parlait d'un prix.
du lancement, elle parlait d'un prix qui s'appelle le prix Bernard Grand-Maître. Et elle parlait du lancement des nominations. Donc, c'était la période où est-ce que je pense que c'était en octobre ou bien novembre, quelque chose comme ça. Elle parlait du fait que les nominations, en tout cas, la course aux nominations était ouverte. La course aux nominations était ouverte, donc les gens pouvaient commencer à déposer des demandes et tout ça pour être nominé pour les différentes catégories de ce prix Bernard Grand-Maître là. Donc on en a parlé plus d'une fois à l'émission. Moi, elle est venue en parler et puis that's it, quoi. Moi, je suis passée à autre chose. Mais comme je vous dis, Dieu est toujours un backup quand lui met sa bouche dans ton affaire, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Quand Dieu a la main sur toi, il va toujours être un backup pour toi. Donc, un de ces jours-là, je pense que c'était pendant la période des fêtes. C'était pendant la période des fêtes. La fille en question, elle me contacte par message parce qu'on avait changé les numéros. Elle me contacte par message. Elle me dit, Claude Andrea, j'espère que ça va bien et tout ça. Je lui dis, oui, ma belle, ça va. Elle me dit, est-ce que tu ne serais pas intéressée à poser ta candidature pour nouvelle arrivante de l'année? J'ai dit, ah, pourquoi? Elle dit non, elle pense que je pourrais être... pourquoi ça dérange pas d'essayer. Elle pense que vraiment je serais une bonne candidate pour cette catégorie-là, tout ça. Et si je veux, quoi, elle me propose juste, parce qu'elle y pensait, elle me propose juste, si je suis intéressée, ben, c'est pas elle qui décide là, mais si je suis intéressée, il faut que j'applique, parce que la date limite pour les applications, je pense que ça se terminait 2 semaines plus tard, quelque chose comme ça. Ça se terminait quelques jours plus tard, même pas 2 semaines, ça se terminait quelques jours plus tard. Et puis je lui ai dit, ok, mais ça m'a fait tic là-dedans. Et puis je me suis dit, pourquoi elle a pensé à moi? Donc si elle a pensé à moi, pourquoi ne pas essayer? Et c'est ce que je vous disais encore dans la partie numéro 1. Lorsque des gens viennent vers vous pour vous dire, oh, moi je pense que tu es capable, tu serais capable de faire ça. Oh, moi je pense que oui, tu pourrais faire ceci ou tu pourrais faire cela. Ne vous braquez pas. Ne vous braquez pas. Ça ne vous enlève rien d'essayer. Ça ne vous enlève absolument rien d'essayer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout de suite contacté mon producteur et puis je lui ai dit, vu qu'il était mon mentor, je lui ai dit, écoute, il y a telle personne là qui m'a contacté et puis elle demande si ça m'intéresserait de pouvoir appliquer pour le prix Nouvelle Arrivante de l'année, pour les prix Bernard Grand-Maître. Et puis il m'a demandé qu'est-ce que toi tu en penses. J'ai dit, ah, je sais pas, si c'est quelque chose qui est possible de faire, ben moi je vais le faire, il n'y a pas de problème, on ne sait jamais. Il a dit, ok, envoie-moi les documents qu'on a besoin de faire pour ta soumission, je vais m'occuper de ta soumission. Donc moi-même, on m'a appelé pour me dire, viens, tu vas postuler pour appliquer, pour déposer ta candidature. C'est mon producteur et mentor qui s'est occupé de bâtir mon dossier pour ma nomination. Quand j'ai lu ce qu'il a écrit comme lettre de référence sur moi, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais en vrai, c'est ce qu'il a dit, c'est vrai, mais je ne le réalisais pas. Donc, on a appliqué on a posé ma candidature pour les prix Bernard Grand-Maître et tout ça. Et en janvier, je me lève un matin, je reçois un courriel. Félicitations, vous êtes parmi les nominés des prix Bernard Grand-Maître pour le prix Nouvelle Arrivante de l'année. C'était en 2020, les amis. Les amis, j'ai crié, je dis, what? Je suis allée voir le producteur, je dis, regarde, j'ai été nominée, tout ça. C'était la première fois de ma vie que j'étais nominée pour quelque chose. La première fois de ma vie. La première fois de ma La première fois de ma vie, j'étais comme, what? Je suis allée appeler mes parents. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé mon père. J'ai dit à toute la famille, écoutez, moi j'ai été nominée, tout ça. Et puis mon père qui va me dire, ah oui, c'est juste une nomination. Mon père, il aime ça. C'est juste une nomination, calme-toi. Je dis, mon frère, mon cher ami, je suis contente parce que je suis nominée, parce que c'est quelque chose que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et donc la journée du gala arrive. La nuit le gala s'est fait un samedi, me semble, ou vendredi, je ne sais plus. En tout cas, dans la nuit de la journée du gala, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? J'ai pas dormi. J'ai pas dormi. De toute la nuit, j'ai pas dormi. Je tournais dans le lit, je tournais dans le lit, je tournais dans le lit. Je me suis dit, mais attends, dans l'amusement là, comme on le dit en Côte d'Ivoire là, dans l'amusement là, j'ai été nominée. Et puis je m'en vais dans cette atmosphère, je m'en vais avec les gens là, les autres nominés là. Franchement, j'étais contente. Et la journée arrive, j'ai décidé de me faire toute belle. Je me suis fait maquiller, je me suis habillée et je me suis rendue à ce fameux gala. Je me suis fait accompagner des personnes qui étaient proches de moi parce que je ne voulais pas être seule. Hein.
Vous ne voulez pas être seul. La chose, tu as été nominé, tu t'en vas. Si tu as eu le prix, au moins il y a ta famille qui est là, qui va crier pour toi. Si tu n'as pas eu le prix, au moins tu es assise à côté d'elle. Elles vont te réconforter, vous allez retourner à la maison. Donc j'avais besoin de ce soutien-là, soutien moral, je dirais. Donc elles sont venues, elles ont pris leur billet, elles sont venues et tout ça. Et la soirée s'est bien passée. Et quand je regardais la liste des nominés, les amis, quand je regardais la liste des nominés, là, pour moi, être juste nominé aux côtés de ces dames-là, c'était tout un honneur. C'était tout un honneur parce que quand je regardais le curriculum vitae, quand je regardais le descriptif qui accompagnait la photo de ces nominés-là, je me suis dit, moi qui suis arrivée, au Canada en 2016 et en 2020, donc 4 ans plus tard, j'étais nominée pour un prix. Bon, elles sont là depuis 25 ans, elles sont là depuis combien d'années. Et ce qui est drôle dans cette histoire, j'étais persuadée qu'une des nominées allait remporter le trophée. Oui, le trophée. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était dans une période où est-ce qu'on parlait de Covid. On parlait un peu de Covid et tout. C'était avant le lockdown. On parlait de Covid. Donc, vu que la dame elle travaillait dans le domaine de la santé, je me suis dit ça jouait à son avantage. Parce que les gens de la santé, là, on savait que c'était des personnes de première ligne. C'était des personnes de première ligne. Donc, pour moi, là même, être juste nominé, c'était déjà intéressant pour moi. Donc, je vous fais le film. J'étais assise comment? Parce que c'était une table ronde, j'étais assise comme ça. Et pour regarder le podium, il fallait que je me retourne comme ça. Vous voyez, hein? Donc là, on est en train de lancer, donner les prix des gens. La catégorie nouvelle arrivante de l'année. Les nominés sont... on donne le nom des autres. Claude Andrea Boni, telle personne, on donne son descriptif tout le temps. Et puis maintenant, on appelle la personne qui est censée remettre le prix. Moi, je suis là comme ça. Je dis, hey, Seigneur. En tout cas, c'est qui est sûr, au moins je suis nominée. Au moins je suis nominée. Et le prix nouvel arrivant de l'année est décerné à Claude Andrea Boni. J'étais comme... En fait, j'ai bugué. Entre vous et moi, j'ai bugué. J'étais assise comme ça. J'étais comme... C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je dis que la force avec laquelle je me suis levée, moi-même là, je ne savais pas que j'avais cette force-là. La honte est descendue tout d'un coup. J'ai dit, mais attends, je viens de remporter un prix. Je marchais comme ça. Dans ma tête, c'était comme, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les gens applaudissaient et il y avait une table. Le jour du gala, en fait, là, où est-ce que les gens du collège La Cité, donc mon collège, étaient là. Ils étaient là à cette table-là. Et puis, je voyais Abra, dont je parlais dans l'une des vidéos. Je vous invite toujours à aller regarder les vidéos. Vous allez savoir qui est Abra pour moi. Abra qui criait, elle applaudissait, elle était contente, tout ça. Je la voyais, je marchais, mais je regardais à gauche, je voyais le visage des gens qui souriaient. Donc, je monte sur le podium, je fais mon discours, je remercie la communauté franco-ontarienne. Et puis là, je descends, je viens m'asseoir. Là, non, avant de descendre, on m'a interviewé, j'ai fait des photos, on m'a interviewé, et puis après, je suis venue m'asseoir. Je ne croyais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je ne croyais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je ne croyais pas... je croyais vraiment pas ce qui m'arrivait. Sincèrement, je ne croyais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit, waouh, waouh. En 4 ans, tu te fais reconnaître par la communauté ici. Et pour moi, c'était tout un honneur, en fait. C'était tout un honneur de me faire reconnaître par cette communauté-là. Et le truc, c'est que j'ai eu un sentiment d'appartenance à la communauté franco-ontarienne quand j'ai participé à l'événement de décembre 2018. C'est là que je me suis dit, les gens ici, là, au Canada, ils se battent pour que le français perdure. Alors que c'est une langue que moi, je parle depuis que je suis née. Donc, pendant que les gens sont en train de se battre pour que le français perdure, pour qu'il y ait toujours, comment on appelle ça, des services en français et tout ça, là, mais moi, je vais me joindre à la cause parce que ça me parle. Parce que ça me parle. Et c'est comme ça que j'ai embrassé en fait, je vais dire la vision, j'ai embrassé la lutte en fait des Franco-Ontariens ici en Ontario. Et après 2022 ans plus tard, je me faisais reconnaître comme la nouvelle arrivante de l'année. Les amis, après le fait que j'ai reçu ce prix-là, après cette nuit-là, ma vie a changé. Pour le mieux, hein, ma vie a changé. Mais le seul hic, le seul problème, c'est que je n'étais pas préparée. Je n'étais pas préparée. Et vous allez vous demander, être préparée à quoi? Être préparée à avoir une notoriété, être préparée à avoir une influence. Il y a des gens qui, quand ils posent des actes, ils posent des actions, ils ont un objectif clair en tête. Je veux devenir célèbre. Je veux devenir une personne qu'on reconnaît comme un leader. Moi, ce n'était pas mon intention.
C'était pas mon intention. En fait, je ne savais même pas que le travail que je faisais était observé. Je ne savais même pas que le fait même que j'ai eu un prix, ça allait vraiment ouvrir des portes incroyables pour moi. Donc, à partir de cet instant-là, à partir de février 2020, du coup, mon nom était dans toutes les bouches. Je le reconnais pourquoi? À cause du nombre de félicitations que j'ai reçues. Il y a même une chaîne de télé qui a envoyé une lettre de félicitations à mon travail. Ça m'a fait bizarre. Et moi aussi, tout bonnement, j'ai dit, hey, je disais ça à mon mentor, j'ai dit, mais cette chaîne de télé-là, il m'a envoyé une lettre. Il me dit, ah oui, hein, faut la lire. Faut la lire. Peut-être qu'ils sont en train de placer leur pion et puis on a juste ri. Juste pour vous dire qu'à partir de cet instant-là, les gens ont commencé à me regarder. Les gens ont commencé à m'observer. Et ça m'a mis un stress. Ça m'a mis un stress. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'étais pas préparée à avoir de l'influence. Déjà même, je ne savais même pas ce que c'était que d'avoir de l'influence. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsque tu fais des choses parce que tu penses faire la bonne chose et que Dieu, il conduit tes pas et il te permet d'avoir une influence ou bien il te permet d'avoir une certaine notoriété, toi déjà ton rôle, c'est de savoir pourquoi tu as cette notoriété-là. C'est de savoir pourquoi Dieu t'a fait confiance pour te donner cette influence-là. Et il y a beaucoup de personnes qui ne s'arrêtent pas, ils ne prennent pas le temps de le faire. J'ai l'influence, donc voilà, je commence à avoir le gros dos, je commence à... Ah, non, 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 non. Moi, ça n'a pas été ça. Et jusqu'à aujourd'hui encore, il m'a fallu du temps pour comprendre le pourquoi de mon influence, le pourquoi de cette notoriété-là. Mais encore, je continue de travailler ça. Je continue de travailler ça. Et donc, ces personnes-là, quand elles ont commencé à me contacter, moi, ça m'a mis un stress. Ça m'a mis un stress. Parce que du coup, lorsque tu deviens un leader, les gens ont des attentes sur ta vie. C'est-à-dire que parce que tu es leader, tu es censé faire ci, tu es censé faire ça. Alors que toi-même, tu n'as même pas encore fini de comprendre pourquoi tu as cette notoriété, de comprendre pourquoi tu as cette influence-là. Ne vous laissez pas influencer. Ce n'est pas parce que Dieu vous a permis d'avoir une certaine position que vous allez vous laisser influencer. Et je vais prendre un exemple très, très, très palpable. Lorsque la COVID battait son plein, il y a eu l'événement que tout le monde connaît, l'événement avec George Floyd. Et lorsque cet événement-là est arrivé, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me contacter pour me dire « Mais toi, tu es une personne noire à la télé, tu es une personne des médias et puis tu n'en parles pas. On ne voit pas ça sur tes réseaux sociaux, on ne voit pas que tu en parles à la télé, tout. » Première des choses, l'histoire avec George Floyd, c'est quelque chose qui m'a choquée. C'est quelque chose qui m'a... C'était la première fois que je voyais quelque chose d'horrible de même là, alors que ça se passait dans le secret. Mais comme il y a maintenant des caméras et tout, qu'on peut filmer ce genre de trucs là, c'est pour ça que le monde entier a pu voir cette histoire de George Floyd là. Sinon, des cas comme George Floyd là, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et donc moi, à ma position, j'essayais de comprendre. Et vu que de manière personnelle, je n'avais jamais vécu de racisme, je n'avais jamais vraiment vécu de micro-agression. C'est pas que je ne me sentais pas concernée, mais je n'avais pas, je dirais, les outils pour parler. Moi, quand j'ouvre la bouche pour parler de quelque chose là, c'est parce que je pars de ma propre perspective. Et je ne voulais pas, absolument pas, parler parce que les médias disent telle chose. Je ne voulais pas parler parce que je voyais telle chose sur les médias sociaux. Je voulais avoir ma conviction avant d'en parler. Et heureusement pour moi, j'ai eu la sagesse de ne pas me laisser emprisonner par le jugement et le regard des gens, pardon. Je ne me suis pas laissée emprisonner et impressionner, ou même, je cherche le terme adéquat là, mais c'est ça qui me vient en ce moment-là, me laisser emprisonner par le regard des gens, me laisser emprisonner par, je vais dire, les attentes que les gens avaient sur moi. Ce n'est pas eux qui m'ont amené à cette position-là. Et je ne dis pas que je ne devais pas le faire, mais je dis simplement que je n'étais pas outillée pour parler de la part de Claude Andrea Boni. Je ne voulais pas parler de la part de quelqu'un d'autre. Parce que telle personne me dit, regarde ce qu'on s'est dit, les statistiques, tu devais en parler. Non, je veux parler de ma propre conviction. Et je pense que lorsque tu parles avec ta propre conviction, tu es capable de toucher plus de personnes que d'utiliser des ressources qui ne sont pas les tiennes pour pouvoir te mettre devant une caméra pour parler. Il faut que tu aies une propre conviction à toi lorsque tu te mets devant une caméra pour parler. Et ça m'a demandé de travailler énormément sur moi. Parce que lorsque j'ai commencé à avoir ce que j'appelle de l'influence, ou bien même de la notoriété dans cette communauté-là, j'ai eu beaucoup de pression. Beaucoup de pression dont je ne parle pas très souvent. Parce que ces pressions-là, en lieu et place de m'écraser, ça m'a permis de me bâtir un caractère.
Et la première des choses que j'ai eu à apprendre à la dure, c'est que ce n'est pas parce que les gens te demandent de faire quelque chose que tu es obligé de le faire. Parce que c'est moi qui vais parler devant un écran. Parce que c'est moi qui vais prendre position devant un écran. Si je dis une chose de travers, une chose même dont je ne suis même pas convaincue, vous pensez que la sauce, elle va se renverser sur qui? Sur moi. Et j'ai eu la sagesse de dire, je prends du recul. Je me renseigne d'abord sur la cause avant d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Parce que lorsque j'ouvre la bouche, j'aimerais que ce que je dis soit appuyé par une conviction personnelle. Et non par ce que j'ai entendu dans les médias, et non par ce que j'ai entendu par ce que les gens veulent que je dise. Veulent que je dise. Et lorsque je suis rentrée dans ce monde d'influence, je regarde un peu mes notes parce que je ne voulais rien manquer. Ça m'a demandé de faire un travail énorme sur moi, un travail qui n'est pas encore terminé. Un travail qui n'est pas encore terminé. Je continue de travailler encore sur moi, même aujourd'hui. Et lorsque je suis rentrée dans ce monde-là, où est-ce que, je commençais à avoir une certaine notoriété, je commençais à entrer dans des environnements que si tu m'avais dit en 2016, quand tu vas finir de graduer, quand tu vas commencer à travailler, tu vas rentrer dans ces environnements, côtoyer des personnalités, j'allais dire, mais toi tu es fou, toi tu es fou. Et ça me ramène à l'épisode numéro 1, lorsque je disais que lorsque j'étais dans l'avion, la seule prière que je n'arrêtais pas de faire, c'est que Seigneur, tu as dit que toute terre que nos pieds foulera, tu nous la donneras en héritage. Donne-moi la terre du Canada en héritage. Et je pense que Dieu a entendu mes prières parce que je ne suis pas arrivée où est-ce que je suis par mes propres forces. C'est Dieu qui m'a conduit. C'est Dieu qui m'a conduit. Et lorsque Dieu te conduit, il est très important pour toi de ne pas être dans l'environnement dans lequel Dieu te conduit et essayer de prouver ta valeur. Tu vas te perdre. En lieu et place de vouloir prouver ta valeur, tais-toi, observe, écoute ce que les gens disent. C'est là que j'ai remarqué que peu importe le monde dans l'environnement dans lequel vous trouvez, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de personnes en fait qui veulent tirer profit de toi. Il y a beaucoup de personnes en fait qui vont essayer de te faire des sales coups. Tu peux voir, mais tu n'es pas obligé de parler. Tu peux voir et tu n'es pas obligé d'aller en guerre avec ces personnes-là. Laisse-les. Parce que ce n'est pas toi qui as conduit tes pas jusqu'à ce point-ci. Comme une parole de la Bible le dit si bien, l'Éternel combattra pour vous. Ce n'est pas à toi de combattre quoi que ce soit. Des gens seront jaloux de toi. Ils ne vont pas te le dire, mais ils vont envier. Quand je dis jaloux, ce n'est pas parce qu'ils te jalousent toi. En fait, ils jalousent ton potentiel. Ils jalousent ce que tu es capable de faire. Ils jalousent ta manière d'être free, d'être libre de faire ce que tu as envie de faire. Sans regarder à celui-là, il va penser quoi de moi? C'est ça qu'ils admirent en fait. Ils admirent ça chez toi et ça se transforme en jalousie. Et donc, lorsque j'étais dans cet environnement-là, je n'ai pas essayé une seule fois de prouver ma valeur. Je n'ai pas essayé de prouver ma valeur. C'est pour ça que je vous ai dit en tout début de cette vidéo, je n'ai pas cherché les sollicitations. Je n'ai pas couru après les prix. Je n'ai pas couru après les nominations. C'est toujours venu me chercher. C'est toujours venu me chercher. Jusqu'aujourd'hui, après le prix Bernard Grand-Maître, après les nominations, là, je n'ai pas eu d'autres nominations. Et I don't care. Parce que ça ne définit pas qui je suis. Ça ne définit pas qui je suis. Ça ne définit absolument pas qui je suis. Avoir un long curriculum, titulaire de ça, prix de ça, c'est beau, c'est bien. Félicitations pour ceux qui ont eu des prix, félicitations pour ceux qui ont eu des nominations. Mais moi, ce n'était pas mon appel de courir après les nominations, de courir après les prix. Pourquoi? Parce que ça te donne une certaine, je sais pas, ça te donne une certaine plus-value. Moi, ce n'est pas ça qui me donne la plus-value. C'est mon travail. C'est de créer de créer par exemple du contenu, de créer des émissions, de créer des projets d'émissions, de faire des projets qui ont une plus-value, qui peuvent changer la vie des gens. C'est ça mon appel. Ce n'est pas les nominations, ce n'est pas les prix. Ce n'est pas les nominations, ce n'est pas les prix. Et étant dans cet environnement-là, j'ai entendu et vu des choses. J'ai entendu et vu des choses. Et ça m'a permis de connaître l'homme, comme on le dit. Ça m'a permis de connaître l'homme, comme on le dit. De savoir exactement, cette personne-là, je ne dois pas travailler avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a de la difficulté à apprécier le travail de ses pairs. Cette personne-là, je ne dois pas discuter avec elle parce qu'elle méprise ses pairs. Cette personne-là, je dois faire attention avec elle parce qu'elle parle ici, après elle va parler là-bas. Parce qu'aujourd'hui, tu vas entendre une personne te dire, oh, cette personne-là, elle a dit ça ici. Mais demain, tu vas entendre, oh, cette personne, elle a dit autre chose ici. J'ai appris à faire attention. J'ai appris à faire attention. Je ne dis pas que je n'ai pas fait de faux pas. J'ai fait des faux pas. J'ai appris à mes dépens. Mais j'ai appris à faire attention et à agir avec sagesse. Et à agir avec sagesse.
Pour terminer la partie numéro 2, j'aimerais vous dire, peu importe la position que Dieu va vous donner, peu importe l'environnement dans lequel il va vous envoyer, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas appelé là pour prouver votre valeur, parce que c'est lui qui a conduit vos pas. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Tout ce que vous avez besoin à faire, c'est de se taire et puis observer. Observez ce qui se passe autour de vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre pourquoi Dieu vous a emmené dans cet environnement-là. Vous allez comprendre exactement c'est quoi votre mission. Mais quand tu es toujours là, tu es excité à vouloir prouver ta valeur, en fait, tu perds de vue ton objectif. Tu perds de vue, pas ton objectif, mais l'objectif de Dieu pour toi dans cet environnement-là. Et mon objectif, je l'ai trouvé. Je pense avoir trouvé l'une de mes missions dans le monde des médias. Et pour ceux qui me suivent sur les différents médias sociaux, Instagram, Facebook et autres, je le dis tout le temps, c'est guérir pour mission, les médias pour passion. Guérir pour mission, les médias pour passion. C'est sur ça que je veux m'arrêter aujourd'hui. Et je pense que tout ce qui a rapport avec mon processus d'immigration, tout ce qui a rapport avec mon intégration ici au Canada, j'en ai terminé. Là, maintenant, on va aller dans des sujets qui sont beaucoup plus dérangeants. Comment exceller dans son domaine? Il y a des aptitudes que vous devez avoir absolument pour exceller dans votre domaine. Peu importe, que ce soit le domaine des médias, que ce soit dans l'entrepreneuriat, il y a des aptitudes que vous devez avoir. Et ça n'a rien à voir avec seulement l'environnement ici au Canada. Peu importe l'environnement où vous vous trouvez, la vidéo prochaine, elle est pour vous. Comment exceller dans son domaine? On se voit la prochaine fois. Bye bye!